Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. La France doit-elle refonder ses relations avec les Outre-mer? Fini le rapport dominant-dominé. Une page historique pourrait-elle alors vraiment se tourner? Vaste sujet sur lequel nous avons choisi de nous pencher ce soir en 60 minutes. C'est notre défi. Dans cette émission, nous allons d'abord analyser vote, sanction, rejet massif du pouvoir lors des dernières présidentielles puis législatives. Faut-il parler de colère des Outre-mer? Et si oui, quelles en sont les raisons? Nous prendrons la température dans ces territoires qui ne veulent plus de ces trois mots: chômage, pauvreté, insécurité. Nous allons aussi débattre comment écrire l'avenir. Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Guyane ou encore Mayotte. Qui caresse l'espoir d'une indépendance? Qui voudrait plus d'autonomie ou plutôt plus de décentralisation? Quand Paris dit celui qui décide, c'est celui qui paie, nous évoquerons la facture, mais aussi la fracture. Et je vais aller rejoindre nos invités. Avec nous ce soir sur ce plateau, celui qui, grâce à la victoire de son parti indépendantiste, le Tavini, vient d'être élu président de la Polynésie française, Moetai Broverson. Bonsoir, Monsieur le Président. Le député de la Guyane, collectivité qui vient de lancer un processus d'autonomie, Jean-Victor Castor. Bonsoir, Monsieur le député. Bonsoir à tous. La députée du 101e département français, Mayotte, Estelle Youssoufa. Bonsoir, Madame la députée. Enfin, Alain Christenart, conseiller d'État honoraire. Vous avez travaillé sur les Outre-mer pour de nombreux gouvernements. Bonsoir, et merci à tous. Cette question posée donc en préambule, un vent de colère souffle-t-il sur les Outre-mer? C'est un constat dans quasiment tous les territoires. Les crises se multiplient depuis maintenant plusieurs années. Alors, pour quelles raisons? Détresse sociale, revendications identitaires ou actes de sommation après des décennies de promesses non tenues par Paris? Mal-être au soleil avant le débat. Voyons ce reportage signé Siti Daroussi. Les disparités sont légion sur ces territoires. Sur le plan démographique, certains départements voient le nombre d'habitants baisser, alors que dans d'autres, comme la Guyane et Mayotte, la démographie est galopante, conséquence notamment d'une immigration incontrôlée. Sur l'ensemble des Outre-mer, les inégalités persistent dans tous les domaines, éducatifs, sanitaires, sociaux et économiques. À de nombreuses reprises, les ultramarins ont exprimé leur mécontentement, notamment lors de manifestations contre l'obligation vaccinale ou contre la vie chère. Je sors de métropole, c'est une catastrophe au niveau des prix en Guadeloupe. Qu'elle soit au niveau de la téléphonie, qu'elle soit au niveau de la grande distribution. La méfiance est d'autant plus grande avec les scandales sanitaires du chlordécone aux Antilles et les essais nucléaires en Polynésie. Le mal-être des ultramarins s'exprime aussi dans le départ des jeunes, principalement vers l'Hexagone, fuyant des territoires gangrénés par le chômage. Exemple à Mayotte, où le taux est établi à plus de 34%. Autre réalité, la pauvreté. Selon l'INSEE, la grande précarité est plus fréquente et intense dans les Outre-mer, 5 à 15 fois plus que dans l'Hexagone. Dans un tel contexte, les électeurs d'Outre-mer ont préféré voter pour les extrêmes lors de la présidentielle de 2022. À l'issue du second tour, Marine Le Pen est arrivée en tête dans tous les territoires français de l'Atlantique et de l'océan Indien. Elle obtient ainsi près de 60% des suffrages à La Réunion et à Mayotte. C'était une sanction vis-à-vis du gouvernement. Parce qu'il ne se soucie pas de nos problèmes. Il favorise les clandestins au détriment des Mahorais. Marine Le Pen, nous l'aimions parce qu'elle avait des solutions pour l'insécurité. Je suis quand même content que les Antillais et la Guyane aient pu quand même se prononcer sur un non. Le reste, nous acceptons. Sur le plan institutionnel, des territoires plaident pour une évolution statutaire, à l'instar de la Guyane lors du congrès du 13 mai dernier. Et quels sont ceux qui votent pour? Levez bien les mains, collègues, à l'unanimité. En Polynésie, lors des dernières élections territoriales, les électeurs ont porté au pouvoir les indépendantistes qui vont ainsi diriger le pays les 5 prochaines années. Les ultramarins veulent du changement, à commencer par un renouveau dans leurs relations avec l'État. C'est le sens de l'appel de Fort-de-France, lancé il y a tout juste un an. Et cet appel de Fort-de-France a-t-il été entendu? Nous allons bien évidemment poser la question à nos invités dans quelques minutes. Mais avant cela, allons plus loin sur l'autopsie de cette colère, les raisons de la colère. Sommes-nous face à un mal profond? En clair, est-ce qu'on peut dire qu'en Outre-mer, la maison brûle et Paris regarde ailleurs? Je me tourne vers vous pour commencer, Estelle Youssoufa.
Je pense que les Outre-mer ont envoyé des messages par les urnes extrêmement clairs. Et Paris prie chaque matin en se disant est-ce que la cocotte minute va exploser et si oui, où ? Et en fait, effectivement, je pense que autant les dirigeants ici à Paris n'ont pas compris l'évolution qu'il y a eu dans nos territoires. Enjamber l'histoire avec un grand H, c'est pas possible. Subitement avoir des discussions statutaires quand il s'agit que l'État fasse les investissements, c'est quand même très pratique, mais ça ne règle pas le sujet du coût de la vie, de la production d'eau potable, de l'insécurité, de la violence, qui est quand même le cas pas seulement à Mayotte. Justement, pour vous, quelle est la priorité, quelle est l'urgence et quel est ce problème qui n'est pas réglé à Mayotte et qui fait que la cocotte explose? Pour mon territoire, pour Mayotte, c'est évidemment l'insécurité qui est liée à une crise de souveraineté. Mayotte est française depuis 1841, a choisi de rester française en 1976. Et on est toujours avec une revendication d'un État voisin qui instrumentalise la migration pour asseoir sa revendication. Si vous regardez les expressions du Quai d'Orsay, c'est silence radio, il ne se passe rien. Quand je dis d'enjamber l'histoire, c'est ça, c'est Paris se dit toujours on va mettre la cloche. Et puis en fait ça explose, c'est-à-dire la crise migratoire qui se traduit avec une violence extrêmement importante à Mayotte. On est passé d'un territoire où, pour l'anniversaire de la départementalisation, vous pouvez regarder les statistiques. Il y a 10 ans, il n'y avait pas une seule violence sur les personnes à Mayotte. Aujourd'hui, c'est la capitale française, sinon européenne, des violences sur les personnes. Mais c'est aussi un territoire où on n'a pas d'eau. Nous, on n'a pas d'eau 5 jours par semaine. Et il n'y a aucun projet pour... on parle de décentralisation quand il s'agit que l'État fasse son travail. Il n'y a pas d'eau. Je suis assez sceptique, mais par exemple, le panier alimentaire, il est 167% plus cher à Mayotte. Donc, il n'y a pas d'eau, vous venez de le dire. Vie chère. 3 habitants sur 4 à Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté. Quand la réponse de Paris, c'est de déclencher l'opération Wumbushu. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire, Estelle Youssoufa, que ce n'était pas la priorité des priorités? Non, ça, je ne vais pas là-dessus, parce qu'en fait, l'opération Wumbushu, c'est à la demande des élus et de la population. Moi, je suis une de celles qui l'a demandé. Et en fait, vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez rien construire. Nous, on a actuellement, à cause de la violence, les médecins, les enseignants, tous les fonctionnaires de l'État qui quittent le territoire. C'est-à-dire, et la population. Je ne parle pas de l'exode des Mahoraises et des Mahorais qui fuient pour aller scolariser, se soigner, etc. Si vous subissez une violence, que vous ne pouvez pas fonctionner dès la nuit tombée, que vous risquez votre peau pour aller travailler, ou simplement aller voir des amis, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler du reste. C'est pour ça que cette question de sécurité prime. Alors que je sais bien que les uns et les autres se disent « Oui, mais madame, il y a de la pauvreté. » Oui, mais en fait, si vous avez plus la capacité de fonctionner au quotidien, c'est à cause de la violence. Donc c'est la priorité actuellement. Malheureusement, j'adorerais pouvoir vous parler de développement économique et du reste. La cocotte est sur le point d'exploser, ou a-t-elle déjà explosé en ce qui concerne la Guyane, Jean-Victor Castor? De toute façon, chez nous, c'est cyclique. Régulièrement, il y a eu les événements de 92, les événements de 96, les événements de 2017, de 2013. Il y a rien de nouveau. Moi, ma position, elle est très claire. La Guyane reste une colonie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'artifice de la départementalisation, la loi d'assimilation de 1946, que la France a changé sa doctrine et ses rapports avec nos territoires. Bon, spécifiquement pour la Guyane, je rappelle que la Guyane, c'est la superficie du Portugal. C'est 8 300 000 hectares. C'est un territoire qui, sur 90%, plus de 90% de sa surface, des parcs naturels, zones biotopes, réserves naturelles, zones INIEF, etc. En fait, c'est un territoire d'interdit et d'insécurité administrative. Nous avions une économie avec 90% d'exportation et à peine 10% d'importation il y a à peu près dans les années 50-60. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les conteneurs arrivent plein et repartent vides. Il n'y a plus de secteur productif. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le secteur, par exemple, de l'orpaillage, on avait à peu près 150 opérateurs. Aujourd'hui, il en reste 15. Les raisons de la colère sont là pour vous, Jean-Victor Castor? Mais parce que le fait de ne pas avoir une économie endogène et de dépendre d'avoir une économie sous perfusion, la raison elle est très simple. C'est-à-dire que vous avez une situation où il n'y a pas de boulot. Vous avez annoncé des chiffres tout à l'heure avec 10% de chômage, mais ça, c'est une vaste blague. Tout le monde le sait en Guyane. Les gens ne vont même plus... Alors, quelle est votre réalité? Les gens ne vont même plus s'inscrire à Pôle emploi parce que ça ne sert à rien, en fait. C'est ça, la réalité de la Guyane. Et même sur les chiffres, sur le nombre d'habitants, c'est un petit peu comme à Mayotte, les chiffres, ils sont tronqués.
nous savons très bien aujourd'hui les chiffres officiels de l'INSEE, c'est 320 000 habitants. Moi, j'ai connu la Guyane avec 60 000 habitants. J'ai 61 ans. Et les chiffres officiels de l'INSEE, en 2040, c'est-à-dire demain, c'est prévu 570 000 habitants. Et c'est le statu quo en matière d'investissement. Il y a effectivement des projections de l'évolution démographique et de votre territoire, la Guyane, et du territoire de Mayotte, des projections. Juste pour terminer, nous avons 7 communes sur 22 qui sont enclavées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route. Nous avons une commune comme Maré-Passoula, vous avez 12 000 âmes. Pendant plus de 1 mois et demi, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Le dispensaire le petit hôpital de proximité ne fonctionnait pas. En fait, on est dans des aberrations, ce sont des choses incroyables. Et systématiquement, je vous le dis, j'en termine, toutes les missions parlementaires qui sont venues en Guyane, elles aboutissent aux mêmes conclusions. Toutes les lois ne sont pas adaptées à un territoire comme le nôtre. Toutes les lois. Et comme nous sommes dans le processus, nous sommes dans l'identité législative, quand une loi est votée, elle s'applique automatiquement chez nous. Même si c'est absurde. Pour poursuivre justement sur cette analyse des raisons de la colère, Moïtaï Broverson, vous avez plusieurs casquettes ce soir. Vous êtes président, on l'a dit, de la Polynésie française, fraîchement élu, leader indépendantiste au pouvoir et encore pour quelques jours président de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Un mot, Moïtaï Broverson, pour définir la situation actuelle des Outre-mer. Je crois que les Outre-mer, dans leur globalité, ont envie effectivement de revisiter leur relation à l'État et à la France. Ça s'exprime dans une variété de situations. Ce qui se passe à Mayotte, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe chez moi ou en Calédonie ou en Guyane. Donc chaque Outre-mer a un contexte historique, un contexte socio-économique qui est différent. On a, je pense, tous besoin de sortir de cette relation très paternaliste qui existe jusqu'à aujourd'hui entre l'État et les Outre-mer et d'entrer dans un vrai partenariat. Relation paternaliste, est-ce que c'est un euphémisme? Je parlais tout à l'heure en introduction de rapport dominant-dominé. Certains diront qu'il y a toujours ce regard colonial de la France, de Paris, sur les Outre-mer. Votre analyse, Alain Christnart? Moi, ce que je voudrais souligner, mais le président de la Polynésie l'a dit, c'est que même s'il y a des facteurs communs, la raison des colères et donc les thérapeutiques sont tout à fait différentes d'une collectivité d'outre-mer à l'autre. Enfin, je veux dire, évidemment, le problème de l'immigration est un peu analogue en Guyane et à Mayotte, mais aucune puissance étrangère ne revendique la Guyane, non plus que les Antilles ou la Réunion. Sur le rapport à la loi, Mayotte a voulu être département. Et donc, les lois s'appliquent automatiquement, dans un souci d'égalité, qui était d'ailleurs à l'origine de la revendication de départementalisation. Au départ, c'était l'égalité, alors qu'on avait certaines lois qui s'appliquaient et d'autres pas. Et ça fait réagir votre voisine Estelle Youssouffa. Sans compter l'astérix systématique à chaque loi, pour que ça ne s'applique pas à Mayotte. Parce que, oui, sur le papier, c'est marqué départementalisation. La réalité, c'est qu'aucun texte qui est voté, sur lequel je travaille avec mes collègues, il y a toujours, sauf Mayotte. Donc, on est je pose la question sans détour, Estelle Youssouffa. Vous avez l'impression... Enfin, le principe et puis la réalité, moi, je suis dans la réelle. Hein. Il y a un mépris. Oui. Non, mais moi, je suis pas dans l'affect. Alors là, moi, ce que vous dites, colonialisme, machin et tout, mais pas du tout. Moi, ça peut être un constat. Ça peut être un constat tout simplement. Parce que c'est de l'affect. C'est pas le mépris, c'est vous allez imaginer ce que pensent les uns et les autres. Moi, je suis dans le traitement, dans l'égalité, c'est factuel, combien ça me coûte, combien je paye, qu'est-ce que je vote. Je suis pas dans qui fait quoi, imagine, ressent. Alors voilà. allons dans le traitement. 167% de plus pour manger sur le territoire le plus pauvre de France, c'est un problème. Allons dans le traitement. Un État qui refuse de faire le contrôle de prix alors que c'est possible, un État qui refuse de, par exemple, plafonner le prix du pack d'eau alors que c'est possible, ma demande d'aller sur le bureau à Bercy depuis 6 mois. Le pack d'eau de 6 bouteilles à Mayotte, c'est entre 9 et 12 euros quand vous n'avez pas d'eau dans le robinet. Vous voyez, c'est pas une question de mépris, de je sais pas quoi, de paternalisme ou de colonialisme. Là, c'est du concret. C'est vos concitoyens, combien ils payent pour un droit vital qui est de pouvoir boire. La réponse d'Alain Christnart. Non, il n'empêche que les revendications sont complètement différentes. Vous venez bien de l'exprimer. Vous voulez que toutes les lois s'appliquent.
le principe étant qu'elle s'applique et il y a trop d'exceptions à votre gré. Ça n'est pas légitime, Alain Là, que des exceptions. Il n'y a pas que des exceptions juridiquement, mais il y en a sans doute trop. La Guyane souhaite qu'elle s'applique moins, voire qu'elle ne s'applique pas par principe, ce qui est le cas des collectivités de l'article 74, et la Polynésie, où les lois ne s'appliquent pas automatiquement, sauf certaines, le souhait à terme est qu'elles ne s'appliquent pas du tout. Donc vous voyez bien que certains, avec des problèmes partout, de vie chère, de développement économique, d'insécurité parfois, certains voient la solution dans plus de rapprochement avec la civilisation métropolitaine, et d'autres, au contraire, avec plus d'adaptation à la situation locale. Mais c'est justifié par l'histoire qui n'est pas la même, par la situation sociale qui n'est pas la même. Mais je dis en tout cas que les solutions ne sont pas les mêmes. Mohamed Robertson, est-ce que c'est uniquement justifié par l'histoire qui n'est pas la même, les solutions qui ne sont pas les mêmes? L'histoire y est pour beaucoup, les hommes aussi. Il y a eu dans chacun de nos territoires, à un moment ou à un autre, des hommes ou des femmes politiques qui avaient un relationnel particulier avec Paris. Et ça a façonné à la fois nos statuts, ça a façonné l'évolution des règlements et des lois qui se sont appliqués et l'organisation également de l'administration d'État. Donc voilà, c'est très important. Alors, Estelle Youssoufa disait qu'elle n'était pas dans l'affect, mais il y a quand même des émotions qui se manifestent dans ces territoires d'outre-mer. Je voudrais vous montrer deux images. La première, nous sommes alors en novembre 2008. Une vingtaine de barrages, les principaux axes routiers bloqués, les écoles, les ports, les aéroports fermés, l'économie à l'arrêt. Ça, c'est la Guyane en colère contre la vie chère. L'essence est trop chère. Et les habitants le font savoir. La presse nationale parle alors d'un territoire à bout de souffle après des semaines de conflits. Quelques années plus tard, nous sommes cette fois en 2017, des barrages encore, des blocages toujours, au départ contre l'insécurité, mais les revendications se sont entremêlées. Plus de 15 000 Guyanais dans la rue pour une journée morte qui aura marqué les esprits. Et puis 4 mots, Jean-Victor Castor, en guise de slogan, nous bon qu'est ça, ce qui veut dire ça suffit. Ça suffit. 2008, 2017, 2022, l'appel de Fort-de-France, 2023, vous êtes là et vous vous réunissez en congrès des élus pour demander une évolution statutaire. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut continuer encore longtemps comme ça? Je vais vous donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Moueta, il disait tout à l'heure, il parlait de l'histoire. Le poids de l'histoire, c'est que, par exemple, aujourd'hui, l'État gère 95% des terres de Guyane. Il en a la gestion, sur la base d'une ordonnance royale qui date de 1820 et qui considère que quand la France est arrivée en Guyane, que les terres étaient en friche et qu'il n'y avait personne. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux. Vous avez les peuples autochtones qui ont été... Il y a eu un véritable génocide. C'était des millions de personnes. Vous savez qu'il reste aujourd'hui en Guyane à peine 10 000 autochtones. Et c'est tout à fait normal que ceux qui sont arrivés après par les bateaux négriers, et puis tous les Guyanais d'adoption, puissent se dire, mais ce n'est plus possible. Et moi, je l'ai dit à M. Carinco, à tous les ministres que je rencontre, à l'Assemblée nationale aussi, ces terres ont été volées. C'est une spoliation. Et deuxièmement, il a fallu se battre, et on a fait de petits pas depuis que j'ai exposé le problème. Mais vous vous rendez compte que les collectivités locales devaient aller supplier le préfet ou le fonctionnaire de passage qui a la gestion donc des terres, pour obtenir une parcelle de terre, pour construire une crèche, pour construire une école. Ça, c'est la réalité de la France. Et je suis désolé, Youssoufa, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas de l'émotion. C'est du factuel. Ce sont des rapports qui datent de l'histoire. Et il faut, moi, j'ai fait campagne sur 2 points. C'est-à-dire que Paris ne peut pas décider pour un territoire qui a 8000 km. Je rappelle que M. Sarkozy avait dit que la Turquie ne pouvait pas être dans l'Europe parce que géographiquement, il n'y était pas. C'est un peu surprenant. Hein, bon. Et pourtant, nous sommes Européens. Ce que je veux dire, c'est que, très concrètement, moi, je réclame la restitution totale des terres. Il faut que l'État restitue les terres, comme ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, il y a très peu de territoires où l'État a encore la gestion des terres. Et c'est un véritable problème pour les socioprofessionnels, pour les agriculteurs, pour bien sûr, les autochtones, enfin, pour les habitants de la Guyane. Et voilà. Ça fait partie donc des revendications, des choses en tout cas mises sur la table à l'occasion de ce congrès des élus de Guyane en mai dernier. C'est un préalable. La question foncière, c'est un préalable parce que vous ne pouvez pas construire de route, vous ne pouvez pas aménager le territoire tant que vous n'avez pas l'accès et la maîtrise du foncier.
Et c'est votre priorité, nous allons en parler dans quelques instants. Siti Daroussi le disait dans son reportage, le 17 mai 2022, plusieurs présidents de collectivités, plusieurs présidents de régions, de départements lancent l'appel de Fort-de-France, appel pour notamment conjuguer la pleine égalité des droits avec, je cite, c'est dans le texte de l'appel de Fort-de-France, avec la reconnaissance de nos spécificités, notamment pour une réelle domiciliation des leviers de décision au plus près de nos territoires. Est-ce que jusqu'ici, la réponse de l'État a été à la hauteur des attentes, à la hauteur de l'appel? Je crois que Jean-Marie Djibaou, à un moment donné, avait tenu le discours suivant. Il parlait du pari de l'intelligence. Il espérait qu'un jour, qu'il y ait un gouvernement en France qui puisse faire ce que les Britanniques ont fait, ce que les Hollandais ont fait, ce que les Espagnols ont fait, ce que tous les empires coloniaux. À un moment donné, moi, je circule régulièrement dans la Caraïbe. Vous avez des self-gouvernements. Barbade et la Jamaïque sont dans le processus où maintenant ils veulent même plus être sous la couronne. Clair, Paris, la France ne fait pas suffisamment le pari de l'intelligence. Mais elle sait le faire. En fait, quand elle sait le faire, malheureusement, mais il faut qu'il y ait des manifestations, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait de la colère, Et malheureusement, c'est toujours par le biais du rapport de force qu'on en arrive. Alors que c'est tellement évident que des fonctionnaires ne peuvent pas savoir, ils peuvent pas être meilleurs experts que les gens qui vivent sur le territoire. Donc, et puis on ne peut pas de façon centralisée à Paris savoir ce qui se passe chez nous, savoir quelles sont les meilleures solutions et surtout décider. Et c'est ce qui se passe. Alain Chrisnart, en créole réunionnais, il y a une expression qui dit « Maman, il pleure pas, il gagne pas tété ». En clair, l'enfant qui ne pleure pas n'a pas son biberon, n'est pas nourri. Il faut que les Outre-mer crient, pleurent, manifestent, descendent dans les rues pour que Paris, entende ces messages, efface le pari de l'intelligence. Oui, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Si vous voulez, les statuts sont très différents. Vous l'aviez déjà dit tout à l'heure. On l'a vu, oui, mais ils sont très différents. Certains ont l'autonomie. Donc, par exemple, la Guyane, est-ce qu'elle veut l'autonomie? L'autonomie, c'est très clair. Les lois ne s'appliquent pas automatiquement. On a des domaines de compétences dans lesquels on délibère, etc. Après l'autonomie, il y a des formes d'indépendance partenariale ou pas. Donc, vous avez vu aussi qu'il y a une chose extraordinaire dans la Constitution, c'est que on dit que il y a la possibilité d'adapter les lois pour les départements et même de déroger à certaines lois, mais ça fonctionne pas, ce dispositif. Ça fonctionne pas, mais à la fois parce que les autorités locales ne le demandent pas, alors peut-être qu'elles sont découragées de le demander sans que ça aboutisse, voilà. Mais donc ça, c'est un dispositif qui marche pas. Et la Réunion, qui est beaucoup moins, je crois, jusqu'à présent en tout cas, qui a été beaucoup moins autonomiste, a obtenu dans la Constitution d'être privée de ce dispositif. Ce qui est étonnant, parce qu'on aurait pu dire simplement, elle ne va pas l'utiliser. Mais elle était tellement désireuse de ne pas évoluer vers l'autonomie qu'elle avait fait inscrire dans la Constitution. Est-ce que c'est un sentiment unanime? C'est un amendement qui verrouille les ambitions de certains Réunionnais. L'amendement Virapoulet, s'il faut le nommer. Sur des questions économiques et sociales, et c'est tout à fait justifié. Il n'y a pas qu'outre-mer qu'il y a des manifestations, il y en a aussi en métropole. Hein. Mais les situations ne sont pas forcément comparables. Non. Et on a vu les chiffres tout à l'heure, notamment ce qui concerne le chômage, mais on peut les citer dans bien d'autres domaines. On est sur un terrain économique et social, on est sur un terrain statutaire. On parle beaucoup de statut. Donc moi je crois que la répartition statutaire ne va pas fonctionner. Je pense qu'il faut réviser la Constitution pour revoir les catégories, article 73, article 74, qui elles-mêmes ont des nuances. Et en effet, qu'il y a un mouvement large vers l'autonomie. Après, nous allons en parler. Sauf chez vous. En fait, c'est toujours... Non, mais c'est... Rapidement, une réaction et nous allons justement passer à la suite, Madame Youssouf. En fait, ce qui est par contre unanime, bien que nous soyons tous particuliers dans les Outre-mer, c'est un État qui organise son impuissance et qui relance systématiquement des discussions institutionnelles, des discussions d'évolution, alors que les problèmes sont d'une décennie à l'autre les mêmes, sinon qu'ils empirent. Et donc, si vous voulez, à un moment, il y a une espèce de course à l'échalote, où en fait, on repart dans des discussions d'administration au sens propre. Comment est-ce qu'on administre, qui administre les territoires, et on fait abstraction des souhaits et des besoins de la population. C'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, qu'est-ce qu'on observe? Des infrastructures vieillissantes, des évolutions régionales extrêmement importantes dont Paris semble
complètement hermétique, ne voit pas. Paris, on parle des territoires d'outre-mer comme des tremplins, mais on ne parle jamais des populations. On fait abstraction des évolutions démographiques qui sont pourtant, sauf erreur, largement prévisibles. On se réveille pas un matin avec toute sa population qui a moins de 20 ans, mais en fait, on est dans un État qui parle beaucoup, et quand il est sur la question des Outre-mer, est toujours en position de découverte, d'apprentissage, de questionnement, sur un État qui, par ailleurs, et c'est ce qui a changé aussi récemment, c'est que les médias, les réseaux sociaux font que les distances sont abolies et que, en fait, cette misère qu'il y a dans les territoires ultramarins, cette insatisfaction, c'est le constat de la rupture de la promesse républicaine. Elle n'est pas récente, sauf qu'elle surgit ici dans l'Hexagone, que les ultramarins sont très nombreux aussi maintenant dans l'Hexagone et que donc à un moment ça devient difficile à ignorer. Quand on est à Tataouine-les-Oies, de l'autre côté de plusieurs océans, c'est pratique pour Paris de dire bon, ces indigènes ne comprennent rien. Estelle Youssoupha. Mais maintenant, on a été éduqués. On est dans les administrations et en fait, on comprend qu'à un moment, l'hypocrisie ou la mauvaise foi ne fonctionne pas. Et là, c'est un constat, c'est du factuel, c'est pas une question de sentiment. Estelle Youssoupha, un mot. Vous parliez justement à l'instant des priorités absolues, des choses concrètes, en clair des besoins des habitants des Outre-mer. Quand je vous parle de concret, on va parler de quelque chose. La dépense par personne, par habitant dans les Outre-mer, c'est 10 fois moins que pour la dépense d'un hexagone. Je voudrais vous parler vie chère. Ce dont on parle. Allons dans le concret. Je voudrais vous parler vie chère. C'est un constat dans tous les territoires. La vie est plus chère dans les Outre-mer. Vous êtes d'accord là-dessus, Alain Chrisnard, que ce soit à Mayotte, que ce soit en Guyane, en Polynésie, dans n'importe quel territoire des Outre-mer. Et là aussi, les revendications se sont succédées décennie après décennie. On ne va pas quand même pas tous les 10 ans faire une commission d'enquête sur la vie chère. Alain Chrisnard, comment est-ce qu'on règle ce problème ? Pourquoi est-ce que Paris n'arrive pas à régler ce problème de la vie chère, de l'inflation des prix qui explosent dans le territoire ? Pourquoi la vie est plus chère ? C'est assez clair. Est-ce que c'est un modèle économique qui fait que la vie est plus chère en Outre-mer ? Oui, oui. Donc un modèle économique là encore, qu'il faudrait la situation revoir. est différente d'un endroit à l'autre, mais il y a beaucoup d'importations et les importations, ça coûte cher. Il y a une fiscalité qui parfois accroît le coût de la vie, et il y a notamment avec la rémunération des fonctionnaires qui est elle plus importante. Ce que certains appellent la surrémunération, l'indexation. Voilà. Bon, voilà. Alors après, comment on fait baisser la vie chère ? Il y a certainement des politiques sur l'importation, parce qu'il y a quand même à certains endroits une économie de comptoir. Et puis il y a aussi un travail sur le développement économique global, c'est-à-dire la hiérarchie des salaires et les raisons de cette montée. Mais on est quand même dans des économies privées, donc l'État il peut pas fixer les prix et il peut pas faire baisser les prix par des subventions. Il peut encourager la lutte contre les monopoles ? Oui. Mais alors, moi, je suis pas là pour défendre une politique déterminée. Je suis pas représentant du gouvernement. Mais j'observe que la lutte contre les monopoles, quand on les désigne pas, tout le monde est pour. Quand on les désigne, c'est plus compliqué. Moïtaï Proverson, là-dessus. Sur les monopoles ? Et sur la vie chère et les monopoles. Sur la vie chère, alors nous, c'est une situation particulière, puisque l'économie, la fiscalité sont des compétences de la Polynésie. Il y a structurellement, effectivement, 88% d'importation dans la consommation des Polynésiens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le progrès, il paraît. Nous, on est parti dans les années 60 d'une situation où on avait une balance du commerce extérieur excédentaire, où on exportait dans le Pacifique, à cette situation-là aujourd'hui. Donc voilà. Jean-Victor Castor, sur la vie chère. Une vraie similitude. J'en parlais tout à l'heure. Non, mais récemment, j'ai participé à une réunion en préfecture. Officiellement, on n'éradique plus l'orpaillage clandestin. La politique, la doctrine, c'est qu'il faut contenir. Donc on accepte, depuis près de 40 ans, que 10,5 tonnes d'or, ce sont les chiffres officiels. Ça veut dire qu'on est certainement à des chiffres bien plus élevés. C'est-à-dire presque l'équivalent du budget de la collectivité par an. Par an. Vous avez un territoire qui a la superficie du Portugal, le budget de la collectivité de la Guyane, la collectivité territoriale, c'est 700 millions d'euros. Faites quoi avec ça pour développer un territoire aussi grand ? Alors que vous avez de l'or, vous avez du pétrole. Donc vous dites vous avez du pétrole. Saupoudrage, vous n'en voulez pas ? Vous avez du pétrole, vous avez de la bauxite. On nous pille notre biodiversité. Mais pendant que nous n'exploitons pas notre milieu halieutique, la pêche,
Nous sommes pillés au niveau de l'or, nous sommes pillés au niveau de la pêche, nous sommes pillés au niveau de la biodiversité. 99 brevets déposés par des fonctionnaires d'État. Alors que c'est un patrimoine guyanais. Tous les pays de l'Amazonie ont pris des dispositions pour protéger les patrimoines. La France, non. C'est-à-dire que les chercheurs du monde entier, y compris les chercheurs français, viennent piller notre biodiversité et spéculent, vendent notre biodiversité à de l'industrie pharmaceutique, à de l'industrie de la parfumerie, etc. Donc je veux dire par là que, en fait, on a en Guyane, en tous les cas, moi j'en suis certain, nous avons la possibilité d'avoir une économie endogène forte. Juste pour dire une chose. On nous pille, nous avons la possibilité d'avoir une économie endogène forte. En clair, on peut faire mieux, oui. sans ce rapport de dominant-dominé de Paris. Nous allons rester justement dans votre territoire, Jean-Victor Castor, en Guyane, territoire qui a donc décidé de se mettre en ordre de marche pour une évolution statutaire. Et c'est l'objet, je le disais, du congrès des élus qui s'est réuni à Cayenne le mois dernier et qui a validé les bases d'un processus d'autonomie. La Guyane veut un président, la Guyane veut un gouvernement, mais qu'en pensent les habitants de cette région? Vous l'avez répété, Jean-Victor Castor, la plus grande en France par sa superficie, idéalement située, mais enclavée. Embarquement avec Serge Massot, Frédéric Lazarbal et Martial Gritt. La Guyane, ce département français isolé en Amérique du Sud, sa forêt omniprésente, son nord convoité, le centre spatial admiré, et plus d'un Guyanais sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté. Au marché de Cayenne, les Guyanais veulent du changement. Non, ça devrait évoluer pour une statue, je pense. Il y aura beaucoup de choses à améliorer. Là, le département a fait son temps, selon vous? Oui, il est temps de passer à autre chose. Si ça devient indépendant, ça sera comme Suriname ou le Guyana. Hein. Au niveau économique, ça ne sera pas comme maintenant. Il faut donner davantage de pouvoir aux élus guyanais et que la Guyane soit plus autonome de Paris. Mais bien sûr, comme ça, ils pourront quand même mieux travailler. Lucie Louzet-Donznac a participé aux discussions sur le projet Guyane au titre de la société civile. Faire évoluer le statut, c'est pour elle un préalable pour faire décoller la Guyane. Ça fait 70 ans que Justin Kataya a demandé ce qu'on appelle un statut spécial. Alors le statut spécial, c'était quoi? Pouvoir décider en Guyane de ce qui est valable pour la Guyane. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échec total de toutes les politiques de peuplement de la Guyane, peuplement et de développement de la Guyane. Pour nous, il faut que la décision se prenne en Guyane. Le congrès des élus de Guyane est parvenu à un consensus sur un projet très ambitieux, création d'un poste de président de la Guyane élu par l'Assemblée locale entouré d'un gouvernement et qui prendrait en charge de nouvelles compétences comme le foncier, l'agriculture, la forêt et la délivrance des titres miniers. Le contrôle de l'immigration et la coopération régionale seraient partagés avec l'État. Identité guyanaise valorisée par un hymne, un drapeau et la promotion des langues locales. Reste la question autochtone et les Amérindiens aussi veulent leur autonomie. Donc dans le cadre d'une évolution, c'est le moyen pour nous de pouvoir avoir la pleine gestion de ces fonciers et même aller au-delà de ça, comme par exemple les terres coutumières. Mais il y a aussi l'établissement public concernant les 400 000 hectares. Donc ce sont des outils qui vont nous permettre d'avoir plus d'autonomie et de pouvoir gérer les affaires qui nous concernent. De passage en Guyane le mois dernier, le ministre délégué aux Outre-mer a rappelé sa feuille de route. Monsieur le Président de la République est assez clair. Responsabilisation, différenciation. On ne peut pas faire que les affaires publiques en Guyane soient gérées comme en Lozère ou même comme à Wallis. À la tête de la collectivité territoriale, Gabriel Serville reste déterminé à défendre le projet Guyane face au gouvernement. La vraie question, je le répète, n'est pas liée sur la façon dont on va augmenter ou pas les crédits, mais c'est vraiment comment on s'organise pour que les lois et les règlements qui s'appliquent sur le territoire correspondent véritablement à l'état des lieux et aux problèmes que nous avons identifiés. Élus guyanais et société civile, tous sont bien conscients que ce n'est que le début d'un long processus vers une éventuelle évolution statutaire.
Alors l'heure de nous-mêmes, comme disait Aimé Césaire, a-t-elle sonné? Nous avons entendu les raisons de la colère. Pauvreté, vie chère, explosion démographique, insécurité, modèle économique à revoir. Et maintenant, voyons si ces territoires d'outre-mer qui revendiquent plus d'autodétermination ont les moyens de leurs ambitions. Je me tourne vers vous, Jean-Victor Castor. Est-ce que l'autonomie que vous prônez, est-ce qu'elle va tout régler en Guyane? Ben, en fait, il suffit de regarder l'histoire de tous les pays du monde. Chaque pays a sa constitution. Quand ça ne va plus, on change de constitution. La France en est à la combien? C'est la 5e République. Donc il y en a qui prônent la 6e avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, le cadre qui gère et qui pose les grands principes et les règles, y a rien de nouveau quoi dans l'histoire de l'humanité. Donc ce sont les hommes qui font les lois, ce sont les hommes qui mettent en place les constitutions. Et nous, ce qu'on demande, c'est simplement d'avoir. Est-ce que c'est juste une question de cadre, Jean-Victor Castor? Il y a une question aussi de capacité. Non, je veux dire que c'est d'abord. Non, mais je veux dire que c'est d'abord un principe. Vous êtes sur un territoire. Et vous devez avoir le droit, moi je suis sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et c'est au peuple de déterminer où il place le curseur. Bon, et je discutais avec M. Mélenchon d'ailleurs, il découvrait presque que, en fait, la France n'est déjà depuis très longtemps plus une république, une et indivisible. Est-ce que vous savez qu'à Wallis et Futuna, la santé elle est gratuite? Bon, mais voilà, et on en apprend tous les jours, en fait. L'Alsace et la Lorraine, ils ont un statut très particulier, etc. Donc, en fait, il y a plein de particularités. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, et je le redis ici, c'est que des choses qui paraissent de bon sens et d'évidence, je parle en tous les cas pour mon territoire, moi je dis que le territoire guyanais a toutes les ressources. Vous savez que la taxe carbone, nous ne bénéficions d'absolument rien. C'est la France qui récupère tous les avantages de la taxe carbone. Et la Guyane a la plus grande forêt, d'accord ? Quand vous regardez les forêts françaises, la Guyane, c'est 8 300 000 hectares. 8 300 000 hectares. Vous nous disiez tout à l'heure que récupérer avec des milliers d'espèces. La gestion du foncier, ça fait partie de toutes les ressources. De vos ambitions. Toutes les ressources. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les compétences. Nous n'avons pas les compétences sur le sous-sol, nous n'avons pas les compétences sur la forêt, nous n'avons pas les compétences sur la gestion du foncier. Nous n'avons pas les compétences sur les manuels scolaires, sur les programmes scolaires. Nos jeunes ne connaissent pas l'histoire de la Guyane, ils ne connaissent pas la géographie de la Guyane. Il y a des revendications identitaires et nous en parlerons peut-être un peu plus tard dans cette émission. Le 30 avril dernier, les Polynésiens se sont massivement rendus aux urnes, 70% de participation, ça peut faire rêver. Ils ont offert les clés de l'Assemblée de Polynésie, les clés du pays aux indépendantistes, 44% pour votre parti, le Tavini, Moetai Boverson. Que signifie pour vous indépendance? L'indépendance, c'est de pouvoir décider soi-même de son destin. C'est de ne pas avoir des gens dans des bureaux climatisés à Paris qui décident pour vous. C'est ça l'indépendance. C'est avant tout l'indépendance politique. On va nous opposer à chaque fois. Ah oui, mais attention, il faut d'abord que vous soyez indépendant économiquement. Mais l'indépendance économique, ça n'existe pas. C'est un mythe, c'est un leurre. La France n'est pas indépendante économiquement. Elle dépend de ses échanges avec les pays. Comme disait Jean-Marie Djibaou, il n'y a que des interdépendances qu'il nous faut gérer. Voilà. Donc il faut ensuite avoir un développement de son économie propre. Ça c'est vrai. Mais qu'on ne vienne pas nous opposer le préalable d'un mythe à l'indépendance politique. L'indépendance économique, ça n'existe pas, Alain Krishna? Non, mais moi j'ai les mêmes références de citation que M. Boverson, c'est-à-dire que ce qui compte c'est les interdépendances. Mais ce qui me frappe, c'est ce qui est décrit par les élus guyanais comme ce qu'ils souhaitent, c'est exactement le statut d'autonomie, tel qu'il existe dans l'article 74, tel qu'il existe en Polynésie. Donc on décide par soi-même, les lois ne s'appliquent pas, les lois métropolitaines ne s'appliquent pas sauf exception. Donc tout ça peut se mettre en place si les populations le votent, puisqu'il faut une consultation des populations locales, et si le gouvernement le veut. Alors après, il y a évidemment la question des financements, parce qu'en général, avec l'autonomie vient la fiscalité locale. Et il faut aussi des compensations, parce qu'il faut payer un certain nombre de personnes, d'agents publics, etc. Mais tout ça est possible, je crois. Les outils juridiques existent. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution depuis 1946, encore une fois. Le département, c'était, dans l'idée d'Aimé Césaire, formidable, parce que on allait avoir l'égalité partout, alors que les lois étaient différentes et étaient moins bonnes.
Bon, après, on a vu que c'était pas suffisant. Alors après, on a dit, on va décentraliser partout pareil. Puis après, on a vu que la Guyane, c'était pas la même chose que les Antilles, et que même la Martinique et la Guadeloupe ne voulaient pas la même chose, puisque certains gardaient 2 assemblées et d'autres, voilà. Donc c'est bien différenciation et plus d'autonomie. La départementalisation a montré ses limites. Estelle Youssoufa, quelles pourraient être les revendications, si on doit parler d'évolution statutaire, de Mayotte, puisque Mayotte a signé l'appel de Fort-de-France? Alors, le président du conseil départemental a signé l'appel de Fort-de-France à l'insu du plein gré de la population, qu'il a découvert dans la presse comme tout le monde et l'ensemble de la classe politique locale. Depuis, il n'y a eu aucune suite donnée par le conseil départemental. Il ne fallait pas le faire, Estelle Youssoufa. Moi, je revisite pas le passé. Je note qu'aujourd'hui, personne n'a avancé sur cette question de l'évolution statutaire. Je voudrais juste rappeler qu'en fait, notre département a seulement 10 ans, qu'on n'exerce pas nos compétences. Donc moi, je veux bien toutes les discussions d'évolution statutaire. Je voudrais qu'on soit déjà sur la mise en œuvre de nos compétences qui sont dans les textes. Parce que Mayotte, c'est un département région. Toutes nos compétences régionales, on ne les exerce pas. Nos compétences départementales ne sont pas exercées dans une bonne partie d'entre elles. Donc en fait, c'est pour ça que je parle d'une espèce de course à l'échalote, parce que cette discussion sur les statuts occupe l'ensemble de la classe politique et ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Je reviens, mais je suis basique et binaire. Moi, avoir de l'eau dans mon robinet, je ne veux pas savoir si c'est le département, la région, l'État ou la chèvre et le chou. Je veux de l'eau dans mon robinet. Et c'est la préoccupation de nos concitoyens. Payer 167% pour les mêmes produits parce que vous êtes à Mayotte, Paris n'a pas découvert que Mayotte est à 8000 km de Paris. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, l'argument géographique, le fait de dire et moi, je rappelle quand même que c'est pas de prendre la défense d'un gouvernement. Justement, pardon, madame, mais c'est pas la défense, c'est pas prendre la défense d'un gouvernement. C'est depuis 46, on est aujourd'hui en 2023, on est avec des oligarchies qui prospèrent, une population qui s'est éduquée, qui a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, et donc on a des votes qui évoluent. Non, Estelle Youssoufa, quelle serait la solution? Elle n'est pas statutaire. La solution, elle est qu'on s'y mette. Mais que, par exemple, à Paris, on tienne les engagements. Parce que moi, je veux bien entendre. Mais comment vous forcez Paris, justement, à prendre ces engagements? Je vais vous parler vos madame, je vais terminer ma phrase. Vous disent, oui, non, rapidement. Madame, je vais terminer ma phrase. Mais rapidement, quelles seraient les solutions? Si vous me laissez la terminer, j'irai beaucoup plus vite. Je finis de poser ma question et je vous laisserai répondre, Madame la députée. Merci beaucoup. Vos homologues députés, puisque pour l'instant vous êtes tous les trois toujours députés donc à l'Assemblée nationale, disent puisque Paris ne fait pas ce qu'il faut, nous voulons prendre le pouvoir, nous prenons les compétences et nous allons développer nos territoires. Vous, qu'est-ce que vous dites, Estelle Youssoufa? C'était ma question, je vous laisse répondre. Je disais que entre la posture et ce qu'il se passe en réalité, le discours de différenciation, de vous n'êtes pas tous les mêmes, on va travailler ensemble, nous, on est dans l'hémicycle, avis défavorable du gouvernement, c'est non. On travaille, nous, dans l'hémicycle, on fait le budget pour les Outre-mer. Quand on exprime, nous, représentants de nos territoires, nos besoins qui sont en phase avec nos promesses électorales, c'est-à-dire qui ont été validées par le vote de la population, parce qu'on dit, faut écouter la population, elle a voté, on exprime des besoins, on va en discussion à Paris dans les ministères, c'est niet, on est dans l'hémicycle, c'est niet. Donc après, moi je veux bien, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le discursif, les questions très tangibles de la dépense, la question de où vont les investissements, où sont portés les efforts. Quand moi j'écoute à la radio ou j'entends dans l'hémicycle le ministre Béchu parler d'un plan eau qui exclut Mayotte, excusez-moi de trouver ça fort de café parce que c'est aussi mon ministre. Ce n'est pas le ministre de quelqu'un d'autre, c'est mon ministre comme c'est le ministre de tous les concitoyens ultramarins. Paris n'entend pas, Alain Chrisnart. Paris entend, ne veut pas faire, c'est différent. Alain Chrisnart. Moi, j'ai participé dans les années 2000 aux discussions sur le statut de Mayotte. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça devienne un département ou pas? Il y a eu plusieurs étapes, comme vous savez. Collectivité départementale, département, etc. Et on s'était dit, au départ, il y a eu vraiment beaucoup de discussions, est-ce que vraiment c'est le meilleur cadre? Parce que la raison de la demande de départementalisation, enfin, il y en avait deux. Il y avait acté que définitivement, ça ne serait pas rattaché aux Comores. C'est un département, donc c'est arrimer la France. Et deuxième raison, il y aura plus de crédit. Voilà. Donc, mais en même temps,
toutes les lois vont s'appliquer pour le coup. Et je me souviens, après des difficultés sur la TVA, on disait la TVA va s'appliquer, mais la plupart des commerces, ils n'ont pas de comptabilité. Donc ils sont absolument incapables d'appliquer la TVA. Bon, beaucoup de travail a été fait. Au fond, moi, ce que je retiens, et là je vous suis, c'est il faut sans doute plus de crédit, mais il faut plus de projets concrets. Et il y a une course, de toute façon, avec la croissance non maîtrisée, en effet, de la population, qui fait qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas. Alors peut-être qu'il faut augmenter les crédits de 20%, augmenter 30%. En effet, le besoin actuel, c'est un besoin d'investissement, de réalisation, de sécurité, et moins qu'ailleurs rapidement. Quand M. Krisner dit en 2000, on débat de savoir si on a un département, parce que la question du rattachement aux Comores, elle a été tranchée en 76 par le vote. Comment se fait-il qu'il faille attendre plusieurs décennies pour qu'à Paris la pièce tombe? C'est pas à Paris, c'est chez vous. Non, pas du tout. La question de la demande de la départementalisation, elle date des années 50 à Mayotte. 50. Donc en fait, il faut quand même remettre l'église et la mosquée au milieu du village. À un moment, on ne peut pas être en décision, et quand il s'agit d'assumer les conséquences des décisions prises ou non prises, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est en face. Moi, je veux bien, j'ai aucun problème à ce qu'on assume un désaccord. Alors il faut assumer. Mais en fait, quand on a la décision et qu'on ne les prend pas, et qu'on laisse pourrir la situation jusqu'à arriver à une détérioration. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même pas un hasard si on fait cette émission, c'est-à-dire que vous observez quand vous faites votre panorama que vous avez des discussions statutaires à un moment historique et dans où vous voyez se déliter les restes de l'Empire, et que bizarrement, de manière concomitante, vous avez à chaque fois des discussions pour tous les territoires, mais vous avez toujours la même demande de dignité, d'égalité, de traitement. Et que cette réalité, cette promesse républicaine, elle n'est pas tenue. Et ça, c'est pas les locaux, c'est pas les pouvoirs locaux qui ne tiennent pas les engagements. C'est quand même celui qui fait cette promesse, celui qui a la dépense qui ne les tient pas. Donc à un moment, on remet quand même, et on arrête de se défaire comme ça, de dire c'est en face, on n'était pas en phase. Non. Les choses, elles ont toujours été très claires. Et Mayotte, ça fait depuis les années 50 qu'on demande à être département. Qui n'assume pas, vous posez enfin, vous le dites, en tout cas, vous faites ce constat. Mais voilà, visiblement, vous avez la réponse. Je voudrais juste vous faire écouter cette petite phrase, cette déclaration qui donne un certain ton des discussions. On écoute. Moi, j'ai un principe simple. Qui décide paye, qui paye décide. Le système où on dit « je veux plus décider, mais c'est le gouvernement qui continue de payer », non. Je ne suis pas pour la politique de facilité. Moitaï Broverson, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Vous qui allez rencontrer très prochainement le président de la République, Emmanuel Macron. Oui, encore une fois, je crois que ce paradigme qu'il énonce, il ne peut pas s'appliquer de la même manière à Mayotte, en Polynésie, en Calédonie et dans d'autres collectivités, parce que tout va dépendre du statut. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire à Emmanuel Macron? Celui qui décide, c'est celui qui paie. Je veux décider puisque je suis le président indépendantiste de la Polynésie, mais il va falloir payer encore un petit peu parce qu'il faut quand même nous accompagner. Exactement, je crois que la France est l'un des pays fondateurs des Nations Unies, sauf erreur de ma part, et que dans la Charte des Nations Unies, c'est précisé que la France doit accompagner tous les peuples dont elle a la charge jusqu'à leur pleine souveraineté. Donc nous prenons simplement le droit international et nous demandons à la France d'appliquer les belles leçons qu'elle envoie au monde entier. Et vous y croyez? Mais moi je suis quelqu'un d'optimiste par nature. Mais qui paye décide, qui décide paye. Nous aujourd'hui, nous payons une partie tout de même de nos dépenses. On a une fiscalité propre. Il y a des transferts de l'État qui sont conséquents. Ce que nous proposons, enfin ce que moi en tout cas je propose à l'État, c'est encore une fois, comme le disait Jean-Victor, de faire le pari de l'intelligence et finalement payer un peu plus pour nous permettre de franchir des paliers qui feront qu'au final, la France paiera moins. C'est ça le pari de l'intelligence. Parce que, faites un rapide calcul, moi je suis un mathématicien à la base. Pas moi, je vous préviens tout de suite, donc il va falloir nous accompagner. Moi j'ai fait la somme de tout ce qui a été dépensé par l'État depuis 1963. Pourquoi j'ai choisi cette date? C'est l'arrivée du CEP, du Centre d'expérimentation du Pacifique chez nous. Depuis 1963 jusqu'à 2022, ce sont des milliers de milliards de francs pacifiques qui ont été dépensés par l'État en Polynésie. Tout ça pourquoi? Pour 55 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, pour un système scolaire qui est en échec total, pour 88% d'importation des produits de consommation.
tout ça pour ça. Donc, moi, ce que je propose à l'État, c'est à un moment donné d'investir un peu plus, pas de manière homéopathique. Si on veut réellement dire demain on va avoir une autonomie énergétique, il faut mettre à un moment donné un coup de boost. Et là, on aura une autonomie énergétique. Ensuite, si on veut une autonomie alimentaire, il faut aussi un coup de boost. Il ne faut pas juste saupoudrer. La façon dont sont utilisées les subventions, le modèle économique n'est pas efficient. Même la Cour des comptes l'a dit dans un rapport. Jean-Victor Castor. Vous savez, quand on lance des satellites à partir de la Guyane, depuis les années 60. On lance des satellites, en tous les cas, la base de lancement elle date des années 60 et les premiers lancements commerciaux des années 80. La Guyane est peut-être le territoire où il y a le plus de zones blanches. Même, y compris dans les zones urbaines. Il n'y a même pas un satellite dédié à la Guyane. Et nous avons des prix hors normes au niveau des opérateurs de téléphonie. Donc c'est un petit peu, ça met de l'eau un peu au moulin de ce qu'elle disait Youssoufa, c'est-à-dire c'est la capacité de la France. Là, il ne s'agit pas de questions statutaires. C'est-à-dire que la France ne paye rien. La superficie de la base spatiale, c'est l'équivalent de la superficie de la Martinique. La France ne paye aucun impôt foncier sur la totalité du territoire qu'elle gère en termes de foncier. Et quand maintenant les collectivités demandent à avoir des parcelles de terre, ce que M. Carenco accepte aujourd'hui, sans projet, etc., ils disent, mais attention, mais vous allez payer le foncier. En tous les cas, la fiscalité. Alors, juste pour aller très vite. Par contre, Youssoufa, il y a un vrai problème. Par exemple, nous... Madame la députée Estelle Youssoufa. Oui, Estelle Youssoufa, je voulais simplement dire que, attention, nous, par exemple, les produits, on parlait du coût de la vie. Nous avons une grande puissance à côté de nous, le Brésil. Nous ne pouvons pas commercer avec le Brésil. Les produits qui arrivent dans les centres commerciaux chez nous passe par Paris. Le Brésil est juste à côté. La viande qu'on peut acheter dans les centres commerciaux, ça passe par Paris, par les ports du Havre et autres, et ça revient en Guyane. Non, tout simplement parce qu'on a considéré que la Guyane devait être un territoire européen et que les normes européennes nous imposent qu'on ne puisse pas commercer, parce qu'il faut que tous les produits qui viennent des pays environnants, avec qui on pourrait commercer, eh bien, soient aux normes européennes. Ça, c'est une absurdité. On entend bien. Et nous, dans la question statutaire, justement, la possibilité d'avoir des lois pays, ça nous permettra effectivement de lever ces obstacles-là. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est du bon sens politique. Et malgré ça, on arrive à avoir un rapidement la parole à Estelle Youssoufa, et puis après vous nous direz justement quels pourraient être les moteurs de votre développement économique si la Polynésie devenait indépendante demain. Moi, je pense que je voudrais prendre le contre-pied de la déclaration du président. Qui paye décide. C'est le contribuable qui paye. Parce que dans sa phrase, c'est une discussion entre politiciens, mais le fond du sujet, c'est le contribuable qui paye. Moi, j'ai la même fiscalité qu'un hexagonal et j'ai 10 fois moins de dépenses de l'État dans mon territoire. Si vous voulez qu'on parle d'argent, on peut. Et en fait, là, Paris a honte. Paris est injuste dans son traitement des territoires ultramarins. Vous voyez, c'est ça en fait. S'il faut qu'on aille, non, mais parce que tout de suite ça devient gênant. C'est-à-dire qu'en fait absolument les statistiques, c'est pas ça, c'est que les statistiques en fait, elles sont brutales par rapport à l'inégalité. Et l'inégalité, c'est de la dépense. Donc c'est quand même assez fascinant d'entendre le chef de l'État nous dire qui paie décide. Ben, le contribuable ultramarin, il paye. Regardez la situation en face. Il n'a pas de retour sur investissement. Il n'a pas de retour sur investissement parce que oui, je ne suis pas dans une vision clientéliste de la République. Je dis simplement que le pacte social, le pacte républicain, c'est qu'on met tout au pot pour mieux redistribuer. Dans les territoires où il y a le plus besoin, il y a le moins de dépenses. Cherchez l'erreur. Estelle Youssoufa, je vous rassure, ce n'est absolument pas gênant. Regardez la réalité en face, ouvrir le débat et aborder les solutions. C'est l'objet de cette émission. Alain Krisnart, payer plus aujourd'hui pour payer moins demain. Oui, ça c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, mais quand est-ce qu'on l'applique alors ? L'exemple de la Nouvelle-Calédonie que je connais assez bien. Depuis 88, il y a énormément de crédits en Nouvelle-Calédonie. Les infrastructures ont été développées. Je crois que vraiment tout le monde le reconnaît. Certains territoires en sont même un peu jaloux. À quel prix ? Néanmoins, tout n'est pas réglé. Comme on le voit dans les discussions qu'il a son statutaire et dans la situation économique, celle du nickel, qui dépend de paramètres internationaux.
dans lequel tout n'est pas sans réglé, doute... c'est un euphémisme, Alain Christnard, on est d'accord. Tout n'est pas réglé. Non, mais tout n'est pas réglé. C'est pour bien montrer. Enfin, nulle part tout n'est réglé. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire que les infrastructures n'ont pas été développées, et on ne peut pas dire en Nouvelle-Calédonie que les crédits budgétaires ne sont pas importants, y compris pour des compétences transférées. Mais ça, c'est dans les diagnostics qui sont partagés. Donc le problème là-bas, c'est un problème identitaire et un problème statutaire. Pour dire que on peut pas dire partout que c'est simplement un problème économique de l'eau, des routes, etc. On va rester justement sur la Nouvelle-Calédonie, Alain Christnard. 3 référendums, 3 victoires du non. Le caillou, en a-t-il fini avec l'indépendance ? Ben non, puisqu'il y a toujours des discussions actuelles qui sont menées sur 2 principes. Quel statut pour une période de transition et comment exercer le droit à l'autodétermination. Il faut écrire cette nouvelle page. Il y a urgence parce que ça fait longtemps quand même. Et on a bien compris ici que les processus sont longs. Est-ce que ce entériner un nouveau statut, Il n'y a pas urgence du tout. D'ailleurs, les indépendantistes eux-mêmes le disent. Ils disent on va pas trouver il faut pas chercher une solution très rapidement. Alors il y a bien sûr les élections de 2024. Il faut prendre son temps, il faut réfléchir. C'est ce qu'on a fait et je crois que c'est un processus long. Qui a plutôt été bien conduit. Il n'y a pas urgence, c'est aussi votre sentiment, Moetai Broverson, vous l'avez dit le soir même de votre victoire aux élections. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, j'aime bien faire les choses de manière programmée, de manière calculée, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je pense que si on tenait un référendum d'autodétermination demain matin, la réponse serait massive, ce serait un non. Mais c'est normal. Tous les Polynésiens que je connais, tous les Polynésiens vivants sont nés en Polynésie française autonome quasiment. Vous avez dit lors d'une interview, demander à un enfant qui a été nourri au burger et à une célèbre boisson pétillante qui est dans une petite boîte rouge, oui. Demandez-lui s'il veut arrêter avec son burger et cette boisson, et pour lui proposer d'être vegan et de boire de l'eau de source, il vous répondra il veut le burger. Exactement. Être vegan et l'eau de source, c'est ça donc l'avenir de la Polynésie, c'est être un peu à la diète? Non, pas du tout. C'est une image. Je pense que ça fait pas de mal de changer un peu d'alimentation. C'est un des maux de notre société aujourd'hui en Polynésie et dans l'Hexagone également. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, si on veut que les gens soient prêts à passer d'un système à un autre, il y a une phase d'information et d'éducation. On a chez nous des enfants, je dis des enfants parce que je commence à avoir un certain âge, de 20 ans, qui ne savent pas qu'il y a eu des essais nucléaires chez eux. C'est juste pas possible. On a des enfants qui connaissent mieux la géographie de la Lozère que la géographie des Tuamotu. Voilà. Tout ça, si on veut construire une nation, si on veut arriver à une Polynésie indépendante, eh ben, il faut une phase d'information et d'éducation. Et poser toutes ces questions, on a beaucoup parlé d'économie, on a parlé de situation sociale, il y a aussi de la question culturelle, les revendications identitaires, c'est primordial, Jean-Victor Castor. Oui, c'est primordial. Il faut déjà reconnaître qu'il y avait des premiers habitants. Qui ont une coutume, qui ont un rapport à la terre qui est fantastique et les peuples autochtones, les Amérindiens, les Chilingués dans votre territoire, qui n'avaient pas besoin des écologistes pour préserver l'environnement. Et d'ailleurs maintenant dans les 2 COP, on parle des autochtones et de l'aspiration qu'on pourrait en avoir. Et puis tous les habitants qui sont arrivés après. Moi je suis régulièrement en guerre presque avec les administrations de l'ONF, de la DGTM, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des administrations qui harcèlent les habitants. Alors que dans le même temps, nous sommes pillés par des illégaux, etc. Et en fait, le pouvoir régalien passe son temps. C'est pour ça que moi je dis que nous restons une colonie et que la France est une métropole. Moi, le mot hexagone, moi, ça me va pas. Il faut accepter les réalités de... Vous voulez dire par là que ça ne sert à rien de changer la sémantique, changer le vocabulaire si on ne change pas le modèle, on ne change pas les relations. Donc le maquillage au niveau de... Enfin, le maquillage linguistique ne suffit pas. Il y a quoi d'extraordinaire à nous permettre de parler nos langues? La France refuse de signer, donc ne reconnaît pas les langues régionales. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans.
Nous avons 6 langues régionales amérindiennes. Il y en a 6 chez les esclaves qui avaient marronné. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le créole, etc. Et puis, il y a plein d'autres langues. Rapidement, je ne voudrais pas relancer le débat puisque il nous reste 2 minutes pour refermer. Les aspects culturels, en tous les cas, ils sont fondamentaux parce qu'on a besoin, effectivement, de pouvoir... Il nous reste 1 minute 10, me dit-on dans l'oreillette pour refermer cette émission. Mais simplement, puisqu'on a beaucoup parlé ici de faire le pari de l'intelligence collective, on entend qu'il y a des ambitions, qu'il pourrait y avoir des moyens. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'exemple d'un territoire, d'une ancienne colonie française ou autre, qui a réussi son indépendance? Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays de la Caraïbe qui s'en sortent très bien. Je vous invite à aller à Sainte-Lucie ou à Trinidad and Tobago, etc. Et puis, c'est une réalité. Moi, je veux juste dire, hein, le Guyana, qui est un territoire, qui était l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, les chiffres qui sont donnés par le FMI et la Banque mondiale, c'est que dans 3 ans, avec le pétrole et le gaz qui a été découvert, le PIB par tête d'habitant dépassera celui de la France. Ça se passe à nos côtés. Le Suriname exporte le pétrole, le Venezuela de même, le Brésil bientôt dans le nord-est, à 1 heure de chez nous. Et chez nous, on nous interdit l'exploitation du pétrole avec la loi Hulot. C'est fini, sinon nous n'allons pas remplir ce contrat d'une 60 minutes pour parler de ces questions essentielles. Nous l'avons bien compris, nous sommes donc à un tournant. Et maintenant, que va-t-il se passer? Les territoires ont rendez-vous avec l'histoire et nous avons rendez-vous avec vous, car c'est évidemment une affaire à suivre. À très bientôt sur les antennes. La Première. Belle soirée.